Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Verbatim. Je crois que c'est le 24e de l'année déjà. Donc c'est un épisode qu'on fait jeudi au lieu de mercredi pour y intégrer le match de Montpellier en plus du match de Monaco. Donc on va parler de ces deux matchs, on va revenir sur le match désastreux à Monaco et la qualification hier en Coupe de France contre Montpellier. Allez, c'est parti. Alors le match contre Monaco, on commence par les choses qui fâchent. Je vais pas être original du tout, mais je vais commencer par préciser quelque chose qui moi m'énerve à chaque fois. C'est l'ambiance et l'affluence qu'il y a eu à Monaco. Je sais que taper sur Louis II, c'est pas original et c'est complètement cliché, mais je suis désolé, deux équipes du top 4 qui s'affrontent un dimanche à 21h et t'as 9000 personnes dans le stade, t'as pas d'ambiance, c'est ridicule. C'est ridicule, c'est énervant, c'est pas le foot que j'aime, ça veut rien dire. On a l'impression de jouer un amical le début de saison, ça ressemble à un tour préliminaire d'Europa League. Enfin, ça m'énerve à chaque fois, donc voilà, je le dis une fois de plus, c'est dommage, c'est comme ça. Les joueurs méritent mieux que ça, l'entraîneur mérite mieux que ça, l'histoire de ce club mérite mieux que ça, mais il se retrouve à jouer devant un public très peu nombreux à chaque fois et devant très peu d'ambiance. C'est dommage, voilà. Donc Lyon arrive en principauté avec Lucas Touzard suspendu, ce qui permet à Genesio d'aligner une véritable armada offensive. T'as Ndombele, Aouar, Fekir, Depay, Traoré, Mariano. En France, on fait difficilement mieux que ça, hein. Offensivement, c'est un potentiel monstrueux. Donc malgré ça, le début de match est moyen, c'est-à-dire correct, mais sans plus. Défensivement, ça tient la route à peu près, mais offensivement, il n'y a pas grand-chose d'intéressant à souligner dans les premières minutes. Le match se débloque sur un but qu'on pourrait qualifier d'audacieux de Mariano. Une frappe qui tente alors que tout le monde sait à part lui que ça a très peu de chances de finir au fond, mais il la tente, elle est touchée et ça rentre, miraculeusement, mais ça rentre quand même. En plus de ça, Subasic se blesse sur l'action, donc c'est un début de match rêvé pour l'OL. Un but qu'on peut qualifier d'inespéré parce que c'est même pas une occasion. Le gardien se blesse, Benalio, le gardien remplaçant, est blessé, donc c'est Sedoussi, le troisième gardien très peu expérimenté qui rentre. Donc ça met forcément l'OL dans des conditions favorables, comme dans pas mal de gros matchs cette saison quand même. Entre l'erreur d'Areola, l'erreur de Amouma pendant le derby, l'erreur de Mandanda... Enfin voilà, il y a pas mal de situations dans lesquelles l'OL s'est retrouvé en posture favorable dans les gros matchs. Sur les gros matchs précédents, en général, ça a eu un impact et ça a permis à l'OL de gagner, sauf que ce soir-là, ça n'a pas été le cas. Le second but va arriver un petit peu après sur une belle action pour le coup. C'est rien de sorcier, mais c'est efficace, c'est plutôt beau à voir, c'est pas mal du tout franchement. Et ça permet à l'OL de mener 2-0, l'action est bien conclue par Traoré. Lyon est plutôt froid et réaliste dans le début de match, face à un Monaco très clairement bousculé. Ce que j'ai noté d'intéressant, c'est qu'après le premier but de Lyon, donc comme il n'y avait personne dans le stade, on entendait beaucoup parler les coachs, et on a entendu Bruno Genesio dire quasiment à chaque joueur individuellement 5 minutes. Il appelait tous les joueurs un par un, il leur disait « Attention, 5 minutes ». Alors moi, je le comprends de la manière suivante. Attention, on ne prend pas de but dans les 5 minutes qui vont suivre le premier but. On sait que c'est une consigne importante, on sait que c'est un moment capital dans beaucoup de matchs. Une fois qu'une équipe a marqué, elle a tendance un peu à se relâcher et l'adversaire peut en profiter pour égaliser dans les 5 minutes qui suivent. Donc, c'est la consigne qui est donnée, je pense que c'est ce que ça voulait dire, et la consigne est respectée puisque l'OL reste appliqué et convaincant après avoir marqué le premier but. Le problème, c'est qu'après le deuxième but, 3 minutes ou 4 minutes plus tard, il y a un petit peu d'inattention de la défense lyonnaise et une super accélération de Keita Baldé qui va remettre Monaco dans le match quasiment tout seul. C'est un but qui est évitable, je pense, même si c'est un exploit individuel, il n'y a pas grand chose à faire, mais si t'es plus attentif, si t'es plus appliqué, si tu lui laisses moins d'espace, Monaco revient peut-être pas aussi facilement dans le match, et ça a son importance. Parce que dans la foulée, Monaco obtient un penalty. Alors un penalty très discutable, je suis d'accord. Je suis aussi d'accord pour dire que Lyon n'est vraiment pas verni en termes de penalty ces derniers temps. Globalement, il y a quand même un contact, ça peut se siffler, même si ça se siffle pas systématiquement, et Radji joue le coup avec toute son expérience et tout son vice. Lyon se met dans la merde tout seul, on va pas se mentir, c'est un penalty qui est évitable, et au final, tu passes très vite de 2-0 à 2-2, et c'est un nouveau match qui commence à 2-2. Un match que l'OL n'arrivera pas à gérer, comme on va le voir par la suite. Et pourtant, il y a très peu d'excuses. Parce que les faits de jeu sont en nombre à l'avantage de l'OL. À commencer par le craquage complet de Keita Baldé qui peut ressembler à ce qu'avait fait Léo Lacroix pendant le derby, c'est-à-dire qu'il pose un tacle sur la ligne de touche à 40 mètres des Lyonnais, il n'y a vraiment aucune raison de faire ce tacle-là. Il avait déjà pris un jaune avant et le tacle il est vraiment très limite, donc il se retrouve expulsé. Lyon va jouer la deuxième mi-temps entière à 11 contre 10.
Mais bon, si vous avez déjà vu jouer l'OL cette saison, si vous vous intéressez à ce que fait l'OL, vous savez que c'est pas forcément un avantage pour Lyon, le fait de se retrouver à 11 contre 10. Et ça va encore se vérifier. En deuxième mi-temps, donc c'est Falcao qui se blesse, d'autant que Falcao se blesse sur une action où il aurait pu marquer. Donc ça fait un fait de jeu de plus favorable à l'OL. Malgré ça, par la suite, Monaco va continuer à se créer des occasions et Lyon ne va pas vraiment dominer, ne va pas vraiment appuyer et presser Monaco énormément. Le bloc monégasque est bien en place, le projet est simple et bien appliqué, et Lyon a toutes les peines du monde, comme d'habitude, à bouger ce bloc et à se créer des opportunités. Une stat qui est criante pour expliquer ça, à l'heure de jeu, Lyon a 70% de possession de balle, 69 pour être précis, et à moins de tirs que Monaco. Enfin, c'est quand même assez incroyable. Et les frappes lyonnaises sont encore une fois pas de très bonne qualité. C'est beaucoup de tirs de loin, il y a des tirs contrés, enfin, Setoussi passe une soirée relativement tranquille. Et comme on pouvait s'y attendre, comme ça arrive souvent quand une équipe domine de manière stérile ou n'arrive pas à convertir sa domination, elle se fait crucifier par la suite. C'est Rony Lopez qui s'en charge suite à une erreur de Marcelo. Bon voilà, Lyon a eu beaucoup de réussite dans les grands matchs. Lyon a réussi à être décisif dans les derniers instants. Cette fois-ci, c'est l'inverse qui se passe. C'est très dommageable parce que ça a des grosses conséquences pour la suite de la saison. Mais Monaco a parfaitement joué son jeu et Lyon ne peut s'en prendre qu'à lui-même de ne pas avoir réussi à bouger vraiment une équipe qui a été en infériorité numérique pendant si longtemps dans le match. Je vous fais un rapide point sur les expected goals du match. Donc Monaco est à 1,4 et Lyon à 1,2. Donc déjà là, il y a un souci. C'est-à-dire que Monaco a plus créé en ayant joué 45 minutes, un peu plus, à 10 contre 11. Il y a un truc qui va pas là. En plus de ça, on s'aperçoit que Lyon, à 11 contre 10, a créé 0,4 expected goals. Donc c'est pas non plus la débâcle qu'il y avait eu à Bordeaux où il y avait strictement rien de créé, mais c'est encore très loin d'être suffisant. Et encore, c'est même pas des grosses occasions. C'est plusieurs tirs à 0,6, 0,3 qui s'accumulent pour faire 0,4, donc ce qui est loin d'être suffisant quand tu es à 11 contre 10 pendant plus d'une mi-temps. Au final, ce match, il illustre parfaitement les difficultés de l'OL, les difficultés que je dénonce depuis un bout de temps, mais je suis pas le seul, hein, il y a beaucoup de gens qui s'en indignent. Lyon ne crée pas de jeu face à un bloc bas. Quand l'équipe adverse a décidé de défendre, Lyon se retrouve impuissant. Ça manque principalement sur ce match de rythme dans les transmissions. Souvent, c'est très lent, c'est très prévisible, où tu passes de ton latéral, tu reviens soit par ton défenseur central, soit par ton milieu, tu vas changer de côté, mais tu changes pas de côté en une passe, non, tu mets 3 ou 4 passes et plusieurs secondes avant de changer de côté. Donc forcément, l'équipe adverse a le temps de coulisser. Cette conservation latérale, stérile, ce manque de rythme, de combinaison, ça m'énerve au plus haut point. Et au fur et à mesure que ça arrive dans la deuxième mi-temps, tu te dis que soit il y a un exploit individuel lyonnais, soit Monaco place un contre, ou a de la réussite sur une erreur lyonnaise. C'est ce qui s'est passé. Et c'est très grave pour la suite de la saison, parce que Lyon perd 3 points face à un concurrent direct. Dans le même week-end, Marseille a gagné en soignant la différence de but. Donc il y a un écart qui se creuse au final. Lyon est 4e après ce match, et ça va être compliqué de rattraper cet écart, parce que au fur et à mesure que tu vas avancer dans la saison, tu as de plus en plus d'équipes qui vont jouer le maintien, qui vont vouloir s'accrocher, et donc qui vont jouer le nul face à Lyon. Donc, elles vont avoir un bloc défensif avec des individualités et des transitions rapides pour contrer Lyon. On sait que l'OL a des grandes faiblesses défensives cette saison. Heureusement que l'OL a viré Mamana pour mettre Jérémy Morel. Parce que je vous laisse imaginer qu'est-ce que ce serait si à la place d'un défenseur français plutôt vieux qui a jamais rien montré, on avait un défenseur argentin, jeune, technique, brillant à la relance et relativement solide dans les duels et surtout avec une belle marge de progression. Qu'est-ce que ce serait ? Ce serait terrible. Heureusement que c'est Morel qui joue et heureusement que les choix ont bien été faits pendant le mercato l'été dernier. Ça fait plaisir. Et oui, j'avais dit que j'arrêterais d'en parler, mais en fait non. Quand tu résumes ce match, c'est une faute professionnelle de ne pas le gagner. Je suis désolé et ça va être à mon avis très dommageable pour la suite. Lyon va devoir cravacher pour récupérer ses points. On verra s'ils y arriveront. Mais voilà, ce match contre Monaco, je pense que c'est vraiment un match qui a énervé beaucoup de monde parce qu'il a mis en lumière beaucoup de choses que les gens pointaient depuis longtemps. Et voilà, en fait, c'est tous les symptômes condensés en un match capital face à un gros et qui a une conséquence directe pour la suite de la saison. Entre le match contre Bordeaux et le match contre Monaco, Lyon a peut-être perdu beaucoup de points très importants pour la suite de la saison. Il n'est pas sûr que Lyon arrive à rattraper son retard. Personnellement, je ne suis pas spécialement confiant.
Alors on aborde ensuite le match contre Montpellier, donc qui s'est déroulé hier. Perso, j'étais pas excité à l'idée de voir le match, parce que on sait très bien ce que c'est Montpellier. C'est une défense à 5, c'est une des meilleures défenses de Ligue 1. En fait, Montpellier, c'est la kryptonite de l'OL théoriquement. Et quand tu sais que même des équipes qui défendent sans spécialement être brillants à ce jeu-là posent des problèmes à l'OL, quand tu as une des meilleures défenses et un bloc défensif super bien organisé, comme je l'ai déjà dit, tu peux t'attendre à un match très compliqué, comme ça avait été le cas quand Montpellier s'était déplacé au Groupama Stadium, ou pire, quand Lyon était allé à Montpellier en Coupe de la Ligue. On se rappelle du résultat, et surtout du contenu qui était absolument dégueulasse. Donc Montpellier, la plupart du temps, va se retrouver en 5-4-1 en fait, c'est très clair. Il y a une ligne de 5, la ligne de 4 milieux de terrain, et un attaquant devant qui va essayer de faire le pressing et de se projeter. Mais j'ai trouvé Montpellier un peu plus offensif quand même, et surtout moins compact que quand ils s'étaient déplacés à Lyon. Voilà, Montpellier était moins rigoureux défensivement sur ce match que sur les matchs précédents. Alors il faut noter que Jordan Ferry est aligné dans ce match, et on note aussi que Maxwell Cornet est à son poste. C'est très rare. Donc perso, j'ai été un peu curieux de voir ce que ça allait donner. C'est lui qui ouvre le score d'ailleurs, après un mouvement intéressant, mais une grosse erreur de Lecomte. C'est une très très grosse erreur, Cornet joue bien le coup, mais voilà, tu peux pas omettre le fait que c'est une énorme erreur du gardien. Donc une ouverture du score qui intervient après un début de match globalement équilibré. Il y a quelques mouvements sympas, il n'y a rien de fou, il n'y a rien d'incroyable, mais bon, voilà, moi ça me dérange pas trop. Il y a quelques idées, il y a quelques trucs qui me plaisent dans ce début de match. Le problème, et là pour le coup on retombe dans ce que Genesio et le staff lyonnais voulaient apparemment éviter lors du match contre Monaco, c'est que au fur et à mesure, après le but, Montpellier revient dans le match, sort, se crée des situations et finit par égaliser. Donc c'est une très belle finition, mais la défense elle est quand même assez apathique sur l'action, et donc Lyon encaisse un but rapidement après avoir mené, c'est dommage. Après ça tu vas avoir un fait de jeu très très favorable, c'est-à-dire que la défense montpelliéraine va se trouer complètement. Nabil Fekir en profite et obtient un penalty qui transforme par la suite. On prendra 2 minutes pour m'expliquer pourquoi Der Zakarian râle sur le penalty, parce que si tu le donnes pas, celui-là, il y a un souci. Après ça, Lyon va avoir plusieurs occasions pour faire le break. Mais Memphis, notamment, va croquer énormément et beaucoup d'occasions vont être gâchées. La mi-temps est finalement sifflée sur le score de 2-1. Donc un score pas très rassurant parce que tout est encore possible. En début de deuxième mi-temps, le niveau technique va baisser assez fortement. Il y a beaucoup de fautes, il y a beaucoup d'imprécisions et au final, c'est pas très intéressant. Comme je l'ai dit, Lyon va continuer à gâcher des occasions et aurait pu se faire surprendre. 2-1, t'es pas en sécurité. Et jusqu'aux derniers instants, tu es à la merci d'un contre, d'un corner, d'un coup de pied arrêté, d'un but foireux qui fait que tu vas en prolongation. Et personne n'avait envie de ça parce que, comme je l'ai dit, la qualité de jeu était vraiment pas au rendez-vous sur une majeure partie de la deuxième mi-temps. Donc c'est clairement pas le meilleur match, mais au final, la qualification est là. Sur un 8e de finale de Coupe de France, tu peux t'en satisfaire. Surtout contre Montpellier, qui est une équipe sur laquelle tu as énormément galéré au cours de la saison. Même si dans le contenu, c'est encore loin, très loin d'être rassurant, et on a bien besoin d'être rassuré en tant qu'observateur et supporter après les matchs des semaines précédentes. Perso, je suis toujours inquiet pour la suite de la saison, et c'est pas ce match-là qui va me rassurer. Bon, maintenant, si on se penche un peu sur les événements à venir, il y a la réception de Rennes, donc à domicile, victoire impérative pour se relancer, pour enfin retrouver la voie du succès, si possible avec du jeu, mais surtout il y a la réception le jeudi d'après, le 15 donc, de Villarreal. Et alors là, le match il est crucial, parce que si tu perds contre Villarreal, si tu te fais sortir en 16e d'Europa League, ta saison elle peut très vite être terminée, tu te retrouves avec la Coupe de France, mais mettons que tu tires Paris en Coupe de France, tu peux te faire sortir au prochain tour. Franchement c'est léger pour une saison avec autant de talent, autant de moyens, ça va pas suffire. Donc Lyon doit absolument passer contre Villarreal. Ça va être compliqué parce que c'est une équipe qui bosse bien et qui a des performances intéressantes. Donc voilà, il va falloir un très très gros match de la part de l'OL. Déjà contre Rennes pour se rassurer à domicile. Et surtout jeudi prochain contre Villarreal. Je vous ferai mercredi prochain, je pense, un épisode un peu spécial avant-match de Villarreal. Avec une petite analyse de comment ils jouent. Je vais me mettre un peu sur le sujet quand j'aurai fini le boulot que j'ai pour ce week-end. Je bosserai sur Villarreal et on en parlera mercredi prochain pour essayer de voir un peu à quoi Lyon peut s'attendre et quels sont les problèmes que l'OL peut poser à Villarreal et inversement. Donc comme j'ai dit, la semaine prochaine, c'est le débrief du match de Rennes et un avant-goût du match contre Villarreal. Voilà, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à mercredi prochain.